Jean-David Bedel me dit, après la déroute de Brest ce week-end à Auxerre, es-tu comme moi de plus en plus inquiet pour ce club? Ça dépend où tu places le curseur de l'inquiétude. Si c'est pour évidemment finir dans les 3 premiers, non, c'est impossible. Si c'est pour que cette place en Ligue 1 soit menacée, je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a tellement plus faible que Brest cette année que ça devrait suffire. Maintenant, il faudra voir comment Eric Roy va gérer cette période de moins bien, comment les joueurs vont adhérer. Voilà, c'est un club qui, de toute façon, de par sa présence en Ligue des Champions, vit une saison charnière. Les périodes charnières, tu peux bien les passer et puis tu peux mal les passer. David Poupinel me dit, la Coupe d'Europe a repris ses droits étant des 80. Moi-même, j'ai vécu les belles années du foot français, 90 jusqu'au début 2000. Si on s'amusait à vous positionner en tant que président de la Ligue, à l'instant de votre émission, qu'est-ce que vous mettriez en place pour améliorer la compétitivité du football français avec l'adage « participer ne sert à rien, l'important c'est de gagner ». C'est pas le président de la Ligue qui peut influer sur la compétitivité des clubs français. Enfin, il peut, en négociant au mieux les ressources des clubs, notamment au niveau de droit TV. Donc déjà, à ce niveau-là, on peut dire que Vincent Labrune a échoué. Maintenant, c'est aux clubs aussi de réussir leur recrutement et d'être performants. Et surtout, et je le dis très souvent et je le répète, le problème du football français, c'est la régularité dans les performances. Le PSG, alors c'est vrai que le PSG a infiniment plus de moyens que tous les autres clubs, mais le PSG, depuis que le Qatar est là, c'est premier ou deuxième. Et plus souvent premier que deuxième. Donc voilà, là tu peux construire, tu peux bâtir, tu peux avancer. Le problème, c'est que Lyon n'était pas européen depuis 3 ans, que Marseille n'est pas européen cette année, et que Monaco fait son retour depuis plusieurs saisons en Ligue des Champions. Et ce sont ces clubs-là qu'on attend, je dirais presque tous les ans, en Ligue des Champions, pour pouvoir d'abord donner envie à des nouveaux joueurs de venir, et pour pouvoir progresser. Johnny Domar me dit, je trouve que les prestations de Montpellier s'améliorent malgré une nouvelle défaite. Malgré ses moyens très limités, vois-tu le club se sauver en fin de saison? Ce que je viens de dire sur Brest est valable pour Montpellier. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus faible que Montpellier cette année. Saint-Étienne, Angers, Le Havre, probablement Auxerre. Et par rapport à Brest, je pense que Montpellier n'a pas la Coupe d'Europe en plus qui risque de lui plomber son calendrier. Donc je pense qu'effectivement, avec une bonne unité, Montpellier peut et doit s'en sortir, parce que finalement, l'effectif sur le terrain, il est meilleur que les équipes que je viens de citer. GG Boubouche me dit, la semaine prochaine, l'affiche de Bein sera, et ce n'est pas une blague, Saint-Étienne-Auxerre. Le même jour, il y a Rennes-Monaco. Comment peut-on expliquer ce choix, sachant que c'est déjà la 3e fois que Bein diffuse Saint-Étienne? Regarde-t-il le classement à l'envers au moment de la programmation? C'est toujours pareil. Les chaînes, les diffuseurs regardent pas forcément la qualité sportive de l'affiche, ils regardent les clubs qui font le plus d'audience. Et c'est évident que tu fais plus d'audience avec Saint-Étienne, même très mal classé, qu'avec Rennes et Monaco. Tu peux le regretter, mais c'est comme ça. Après, il y a d'autres choses qu'on ne sait pas. Ce sont les contraintes de choix entre beIN et DAZN. Je sais pas comment se répartissent-ils les matchs. Donc voilà, mais enfin c'est vrai que Saint-Étienne-Auxerre, ça fait pas rêver. Hein. Alors, Gabriel Asson me dit, Asson ou Asson, je sais pas. Il m'a dit l'autre jour comment ça se prononçait, mais je me souviens plus. Question casse-gueule. Ah, chouette. Quel serait le remède idéal pour un monde meilleur au Moyen-Orient, selon toi, vu la situation actuelle? Mais qui je suis pour avoir un avis éclairé là-dessus? Alors, j'ai des opinions, je suis très au fait de ce qui se passe au Moyen-Orient. De toute façon, à mon âge, je veux dire, il y a ça depuis... ça fait partie de ma vie depuis que je suis né, pratiquement, ces problèmes. Je sais pas ce qui serait le remède idéal. Je pense que le mal, c'est surtout que nous avons dans les deux camps qui s'opposent des gens qui ne veulent pas la paix. Et ça, c'est évidemment un problème terrible. Si tu as des gens de chaque côté qui ne souhaitent
qu'un truc, c'est se mettre dessus, ben forcément, c'est difficile de trouver des solutions. Et une escalade en entraîne une autre. Le 7 octobre entraîne la réaction d'Israël, qui entraîne les bombardements du Hezbollah, qui entraîne l'assassinat de Nasrallah, et ça continue. Et la boule de neige, elle ne fait que grossir. Et c'est effectivement très lassant. Jackie Boy me dit, pourquoi beIN Sport ne paye pas la Ligue? Il y a cette histoire de sponsoring là pour 20 millions d'euros pour le Qatar, qui est un petit peu bizarre, parce que je vois quand même pas Marseille mettre un écusson pour faire visiter le Qatar. C'est encore une fois un contrat qui me semble ficelé de façon extrêmement étrange. De toute façon, j'ai fait un parallèle l'autre jour que certains m'ont reproché, mais il est totalement le même. Ce qui est hallucinant, c'est que beIN retransmette les matchs alors qu'ils n'ont pas payé les factures, quoi. Et c'est incroyable que la Ligue laisse faire ça, quoi. Ça veut dire que vraiment que la Brune, il a son pantalon sur les chevilles quand Nasser Al-Khelaifi lui parle. Et c'est très problématique. Parce que voilà, à un moment donné, tu retransmets un événement, tu le payes, c'est quand même la moindre des choses. C'est comme quand tu as un joueur de foot, tu lui payes son salaire. Voilà, comme par hasard, ça tombe sur les mêmes. Nico Namarjvir me dit, Monsieur Ménès, aimez-vous le vin? Si oui, lesquels? Alors, non, je n'aime pas le vin. De toute façon, je n'aime aucun alcool. J'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Ce qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai quand même fait une cirrhose du foie, donc sans avoir jamais bu une goutte d'alcool, fameuse NASH, non-alcoolique stéatose hépatique. Alors j'aime pas le vin, mais j'aime en acheter, ce qui est assez bizarre. C'est-à-dire, j'ose même pas imaginer la cave que j'aurais si j'aimais le vin. Je pense que je serais capable de faire des folies financières pour le vin. Il se trouve que ma femme adore ça et est très connaisseuse. Donc, quand on fait un grand restaurant, je prends en photo les vins qui lui plaisent le plus à table et j'appelle le château et je commande 6, 12 bouteilles selon à la fois le prix des bouteilles et ce qu'ils veulent bien me vendre. J'ai une anecdote. J'avais acheté du Château des Tours, j'avais eu 6 bouteilles, ce qui était magique, il y a 4-5 ans. À 15 € la bouteille, aujourd'hui c'est 600 balles la bouteille. Tout augmente. Jackie Boy me dit, comment expliquer les difficultés de Mikotadze à Lyon? Je pense que Mikotadze a été recruté au cas où la Casette partirait. La Casette n'étant pas partie, c'est extrêmement difficile de faire jouer les deux ensemble, parce que ça veut dire qu'il y en a un des deux qui doit se déporter sur le côté et que les deux n'aiment pas ça. Après, c'est beaucoup de pression pour Mikotadze de revenir dans sa ville d'origine, d'en plus faire le choix de porter le numéro 69. Après, il semblerait qu'il fasse pas beaucoup d'efforts non plus à l'entraînement. Je sais pas quoi en penser. Je pense que le choix de Monaco, dans une ambiance plus feutrée, dans un club de bon niveau, aurait peut-être été un meilleur choix que là où il s'est rajouté de la pression à la pression. Geoffrey Gagneur me dit, le foot féminin français me semble en déclin, que ce soit en club comme en sélection. C'est dommage, car il y a quelques années, il n'aurait fallu qu'une épopée en équipe de France de féminine pour attirer vraiment l'intérêt des supporters de foot. Alors ça, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a des gens qui sont définitivement réfractaires au football féminin et que même des grandes victoires de l'équipe de France féminine n'auraient pas vraiment changé ça. Effectivement, le foot français est en déclin parce qu'on a eu une super génération qui malheureusement n'a rien gagné avec les Bleus. Et surtout, les grands pays de foot se sont cette fois-ci attachés à faire progresser le foot féminin, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie. Et là, les problèmes économiques du foot français reviennent à la surface. Et il est évident, de toute façon, il suffit de voir les stades où sont retransmis la D1 française pour voir qu'il y a des problèmes terribles et que le foot féminin n'a pas une place importante, même dans les clubs. Donc, effectivement, je pense que c'est assez inquiétant pour la suite. Voilà, et puis ma question bonus, puisque la nouvelle est tombée
pendant que j'enregistrais face à Pierrot, la question est donc de Manu B. Antoine Griezmann a annoncé sa retraite internationale. Quelle est ta première réaction? À la fois surpris et pas surpris, parce que moi j'étais quasiment persuadé qu'il allait arrêter après l'Euro. Cet Euro où il a été à la fois déficient au niveau de ses prestations et déclassé par Deschamps. Je pensais qu'il allait dire stop à ça. Je pense il s'est peut-être dit, allez, je vais redonner une chance au produit pour les 2 matchs suivants. Et comme les 2 matchs suivants se sont pas bien passés, voilà, il a décidé d'arrêter. Surtout que, on le voit, ça fait un petit moment qu'il est plus performant avec l'équipe de France, alors qu'il reste très performant avec l'Atlético. Donc ça veut dire qu'effectivement, comme il le dit très bien lui-même, il y a un endroit où il est heureux et un endroit où il l'est pas. Donc à partir de là, c'est une décision logique qu'il faut respecter, parce que voilà, 143 sélections, 44 buts, meilleur passeur, je crois pour l'instant, ou co-meilleur passeur avec Mbappé de l'histoire de l'équipe de France. Ça restera une légende du foot français, un très grand joueur, avec un très beau palmarès quand même, 2 grandes finales, un titre mondial. Il faut s'incliner, il faut le respecter, et maintenant surtout il faut le remplacer. Et on voit que dans cette position de milieu offensif, il y a un vrai trou. C'est-à-dire que soit on fait reculer Olise, soit on lance à Cliouche, ou peut-être plus tard Doué ou Cherki. Il va falloir trouver des solutions. Voilà, c'est un nouveau caillou dans la chaussure de Deschamps, et c'est surtout que les 2 prochains matchs de l'équipe de France se feront donc définitivement sans Griezmann et ponctuellement sans Mbappé. Voilà, ça va être aux joueurs qui seront appelés à leur place de prendre leur chance. Voilà, mes petits amis. On se retrouve dès demain avec les matchs de Brest et du PSG. En attendant, vous le savez, le pouce, la cloche, on s'abonne, et Joy, mon chéri, Joy vous embrasse. Oui, il vous embrasse. Salut.